Bonjour, je suis Delphine Zanelli. Bienvenue dans le podcast L'entreprise de demain, le podcast de tous les bâtisseurs du futur du travail. Celles et ceux qui le vivent, le créent, le questionnent et chaque jour le réinventent. Une entreprise plus vertueuse et soucieuse de son impact social pour une société meilleure. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien. J'ai plusieurs bonnes nouvelles à vous annoncer aujourd'hui. La première, j'inaugure le jeudi 1er avril à 18h30 avec Franck Carnero, notre invité du jour, des débriefs des épisodes du podcast sur Clubhouse. Oui, le 1er avril, non, ce n'est pas une joke. Clubhouse, c'est une application, un réseau social qui ouvre le champ des possibles, mais qui a le grand défaut d'être disponible uniquement sur iOS et sur invitation. Alors pour l'iOS, je ne pourrais pas faire grand-chose. Par contre, pour les invitations, écrivez-moi à delphine.zanelli@gmail.com et je vous y donnerai accès. Donc la bonne nouvelle, c'est que vous allez pouvoir vous aussi poser vos questions aux invités du podcast. Venez donc nombreux le 1er avril à 18h30. Je partagerai plus d'infos sur les réseaux sociaux, LinkedIn et Instagram sur les pages de l'entreprise de demain. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, nous le ferons pour les prochains épisodes et aussi pour d'anciens épisodes. Dites-moi donc à qui vous souhaiteriez poser des questions. Troisième bonne nouvelle, le mardi à 12h, on se retrouve avec des experts de la transformation de l'entreprise et des RH pour 30 minutes de partage de tips très concrets dans le style des épisodes Pourquoi pas vous, toujours sur Clubhouse. Pareil, l'info sera sur les réseaux sociaux. Après toutes ces bonnes nouvelles, en tout cas de mon côté, je suis ravie de pouvoir enfin échanger avec vous. Passons à l'épisode du jour. J'ouvre aujourd'hui une série d'épisodes sur le sujet brûlant de l'entreprise à mission. Brûlant suite à l'actualité de Danone, mais aussi parce qu'il suscite de plus en plus d'engouement de la part de tout type d'entreprise, comme le souligne le baromètre du Comité des entreprises à mission. Je vous proposerai très prochainement sur le site internet du podcast, une autre bonne nouvelle, des liens vers les ressources utiles sur les sujets traités ici. J'y reviendrai. En attendant, j'ai le grand plaisir d'ouvrir cette série avec donc Franck Carnero, Chief Mission Officer de la Maïf, une des entreprises qui a le plus de recul sur le sujet. Nous allons certes parler de ce mouvement vers le statut d'entreprise à mission, également décrypter les opportunités et les points de vigilance, parce qu'on voit bien dans l'actualité que le chemin n'est pas sans embûches. C'est parti. Merci donc de m'accorder ce temps aujourd'hui. Donc Franck, vous êtes Chief Mission Officer ou directeur de mission et d'impact à la Maïf. J'ai souhaité vous interviewer en fait pour parler de deux sujets qui sont au cœur de l'actualité des entreprises aujourd'hui, la raison d'être et le statut d'entreprise à mission. Et ces deux sujets dont la Maïf s'est emparée il y a presque 2 ans pour la raison d'être et un peu moins pour le statut, on y reviendra. Et l'idée avec vous, c'est vraiment de décrypter à la fois ce mouvement actuel vers l'entreprise à impact, les tenants et les aboutissants, mais aussi les opportunités, puis les points de vigilance. Parce qu'on voit bien dans l'actualité que le chemin, il n'est pas sans embûches. Donc, je vous propose de vous présenter et de nous expliquer un petit peu votre parcours et puis votre rôle aujourd'hui en quelques mots. Donc Franck Carnero, je suis en responsabilité d'une direction qui s'appelle Mission et Impact. Je travaille à la Maïf depuis 28 ans. J'ai fait toute ma carrière à la Maïf, plutôt un homme de chiffres au démarrage et petit à petit j'ai évolué vers des fonctions de stratégie, de partenariat. Et donc là, depuis 2 ans, je suis en charge de la transformation de la société en société à mission, et puis de la mise en œuvre de ce qui suit une fois qu'on a mis en place les nouveaux statuts de société à mission. Et j'encadre une équipe d'une petite dizaine de personnes, l'équipe responsabilité sociétale de l'entreprise. D'accord. Donc, on va revenir au cœur de nos sujets. Donc, on parle beaucoup aujourd'hui d'entreprise à impact, de raison d'être, d'entreprise à mission. On parle aussi de transformation responsable, d'ailleurs, après la transformation digitale. Est-ce que c'est des sujets à la mode ou stratégiques ? La crise a-t-elle été un accélérateur ou c'est l'attente sociétale qui était là, qui est plus là ? Et la logique de performance aussi dans tout ça ? Alors nous, ça correspond véritablement à une analyse stratégique, c'est-à-dire que depuis déjà de nombreuses années, on réfléchit à ce qu'on appelle
le principe de singularité et ça irrigue nos plans stratégiques, c'est-à-dire que on a l'intention de pratiquer nos activités d'une manière différenciée par rapport à ce qu'on peut trouver sur le marché. Et quand on a préparé le plan stratégique actuel, qui a commencé en 2019, donc dans les préparations en 2018, on s'est dit il faut qu'on aille plus loin sur cette singularité et qu'on réfléchisse justement à la mission de l'entreprise, que ce soit à la fois une possibilité de nous projeter vers l'avenir et en même temps de prendre nos racines dans ce qu'on est depuis l'origine. Donc c'est vraiment quelque chose de fort stratégiquement. Il se trouve que ça rencontre une attente sociétale qui a été aussi matérialisée par la loi Pacte. Et on sent que les consommateurs, le grand public en général, est sans doute plus demandeur d'une attention et d'une action de la part des entreprises vis-à-vis du monde qui entoure les entreprises, l'impact sur les territoires, l'impact sur l'environnement, l'impact social. Et ça correspond vraiment bien à ce qu'est la Maïf, une mutuelle engagée, un assureur militant, on dirait dans notre signature de marque. Et depuis l'origine de ce qu'on est, on fait très attention à la satisfaction de nos sociétaires, qui sont nos clients, mais plus que des clients, puisqu'on est une mutuelle et donc ils sont intégrés dans le cœur de la gouvernance de l'entreprise, mais aussi vis-à-vis de nos acteurs internes. Et nous, nos acteurs internes, ce sont à la fois nos collaborateurs, nos salariés, donc, mais aussi des sociétaires particulièrement engagés dans la vie de la mutuelle qu'on appelle des militants. Et puis bien évidemment, le monde qui nous entoure, puisque depuis le début des années 2000, on a une stratégie RSE qui nous aide à progresser sur nos impacts à la fois sociaux, sociétaux et environnementaux. Oui, donc en fait, vous ancrez une démarche, en fait, quelque part. Exactement. Et le fait de choisir le niveau le plus élevé de la loi Pacte en devenant société à mission, c'est une manière aussi de s'engager véritablement en l'intégrant en intégrant cette mission dans les statuts à travers 5 objectifs sociaux et environnementaux. Et c'est aussi une manière de s'engager à rendre compte régulièrement à travers la gouvernance qui est prévue dans la loi Pacte, à travers un comité de mission et un organisme tiers indépendant qui nous contrôleront très régulièrement. Oui, effectivement, y revenir. Vous avez aussi, je voulais aussi avoir un peu votre point de vue un peu plus global en dehors de la Maïf, parce que vous avez travaillé récemment avec Entreprises et Progrès sur les sujets de raison d'être. Donc, bien sûr, je voulais savoir un petit peu qu'est-ce que vous observez autour de vous dans les entreprises d'une manière générale par rapport à ce mouvement. Peut-être quelles sont les questions qui vous sont posées d'ailleurs. Comment vous sentez les choses? Alors on se sent un peu, à l'avant-garde d'un mouvement. Alors parfois le risque, c'est de se dire, mais est-ce que vraiment toutes les entreprises réfléchissent comme nous sur cet impact? Mais on a vraiment le sentiment que de plus en plus d'entreprises observent ce mouvement, ont envie d'y prendre part, parfois avec leurs propres difficultés, leur propre histoire. Donc c'est pas si simple que ça pour toutes les entreprises, mais notamment en étant membre de la communauté des entreprises à mission. Et on suit l'observatoire, un observatoire qui a été mis en place récemment. Et en quelques mois, on est passé de 80 sociétés qui avaient le statut à maintenant plus de 120. Donc on voit une accélération et on espère être plusieurs milliers dans quelques années. On ressent cette accélération et on la ressent aussi à travers l'intérêt que suscite notre transformation vis-à-vis d'influenceurs, vis-à-vis de journalistes, mais aussi vis-à-vis de dirigeants eux-mêmes. Il y a aussi des entreprises qui nous regardent fonctionner, qui sont intéressées pour partager des pratiques, pour partager des idées complémentaires. Alors, 2 questions par rapport à ça. La première, est-ce que ça veut dire que finalement, s'il y a tant d'entreprises qui viennent, est-ce que ça veut dire que sans ces statuts, point de salut à terme? Alors, nous,
On va dire dans l'idéal, en cible, on se dit que ce serait probablement intéressant que de plus en plus de sociétés aillent jusqu'au niveau le plus exigeant prévu par la loi, qui est le fait d'aller sur une transformation statutaire et donc la qualité de société à mission. Ça, on pense que ce serait bien. Après, c'est intéressant aussi de pouvoir enclencher un mouvement avec des sociétés qui sont peut-être un peu plus loin de ce sujet, qui nécessitent, comment dire, qui ont besoin d'un peu plus de temps de maturation, de progressivité, même si peut-être on n'a pas tant de temps que ça devant nous pour faire en sorte comment dire, de répondre aux enjeux sociétaux et surtout environnementaux. Donc il y a quand même nécessité d'entretenir une dynamique rapide. Mais le fait de pouvoir agréger des sociétés de nature différente, de maturité différente par rapport aux enjeux environnementaux et sociaux, on pense que c'est intéressant. Et c'est aussi une des possibilités ouvertes par la loi Pacte, c'est de pouvoir créer un intérêt pour le sujet assez large, ce qui permet à chacun d'avancer peut-être par palier. On peut d'abord réfléchir à sa raison d'être, puis l'inscrire dans les statuts, puis devenir véritablement société à mission. Et si ça va très vite pour certaines sociétés, peut-être que le fait de le faire en 3 ans pour d'autres, ça correspond à leur histoire, à la nécessité d'engager leurs parties prenantes. Donc, pour moi, c'est pas un problème à partir du moment où, en cible, on aura de plus en plus de sociétés engagées. Et puis, il y a aussi d'autres manières d'être engagé, même si nous, ça nous correspondait un peu moins, à travers la labellisation, label Lucie, label Bicorp, etc. Tout ça, c'est un mouvement de fond qui aide les dirigeants et les collaborateurs à s'imprégner des enjeux sociaux et environnementaux. Donc en fait, il est important pour les entreprises, enfin les dirigeants, de s'engager, mais chacun son chemin, et finalement, il y a aussi plusieurs chemins possibles. Exactement. Ça n'est pas réservé à un seul type de société, déjà. Il y a des sociétés qui se créent nativement en étant société à mission. Il y a des sociétés très anciennes, donc nous, on a plus de 80 ans, qui deviennent sociétés à mission. Des petites, des grandes, des moyennes, des sociétés de capitaux, des sociétés qui viennent plutôt de l'économie sociale et solidaire. Il y a plein d'histoires différentes. Et ce qui est intéressant, c'est que toutes convergent vers cette prise en compte d'un plus grand engagement sur le plan social et environnemental. Et c'est ce mouvement de fond qui nous intéresse, comment dire, d'essayer de provoquer une prise de conscience au-delà de nous-mêmes. Quelles ont été les étapes importantes pour vous et quelles sont les étapes importantes pour aller sur ce chemin, en fait? Alors, je dirais que les étapes les plus importantes, c'est de bien définir véritablement le sens de l'entreprise et en quoi, finalement, elle sert des enjeux qui dépassent les seuls enjeux de création de profit. Et donc se poser la question de quelles sont mes principales parties prenantes, qu'est-ce que j'ai envie de leur apporter durablement, en quoi ça peut irriguer ma performance de long terme. Dans un univers qui est fortement concurrentiel, avec des services qui peuvent être un peu commodotisés, banalisés, finalement, une des manières de pérenniser l'entreprise, c'est sans doute de se poser la question de ma valeur ajoutée profonde pour mes parties prenantes. Et ça génère en général des réflexions très intéressantes sur le plan stratégique qui projettent au-delà de la transformation et de l'adoption de la qualité de société à mission. Ça permet d'ouvrir des voies à plus long terme sur les perspectives d'évolution, les perspectives de politique en matière de richesses humaines, de politique de développement de produits. C'est aussi une très grande source d'innovation en fait. Ça peut être de l'innovation managériale, mais ça peut être aussi de l'innovation produit, service, organisationnelle, etc., etc. Oui, donc on est loin d'un exercice de communication. Faut le faire de manière sincère. C'est ce stade ultime ne tolère pas l'exercice seul de communication. Est-ce que vous pouvez me résumer les opportunités et les risques? Formidable accélérateur d'innovation, de réflexion stratégique,
aussi probablement le fait de poser le sens et de consulter ses parties prenantes. Ça veut dire qu'on noue une relation encore plus forte avec ses principales parties prenantes. Donc, on prépare l'avenir. Véritablement, pour moi, c'est ça ce qui est vraiment très, très fort en opportunité. Avec un regard différent sur l'entreprise, parce qu'on ne travaille pas toujours avec toutes les parties prenantes. Exactement, exactement. Ça ouvre les perspectives. Ça nous fait sortir d'une dynamique qui pourrait être exclusivement de type performance économique, parfois un peu court-termiste. Et là, c'est plutôt une logique de performance multicritère long terme. La performance est toujours au cœur du sujet. Je pense que c'est important de le dire. Si on le fait en ayant une idée qu'on va se transformer en fondation non-profit et que jusqu'à présent on était une société soumise à la concurrence, forcément il va y avoir des réveils difficiles, quoi. Mais le fait de mettre au cœur la performance, mais peut-être avec une vision plus durable, je pense que c'est vraiment très, 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 très important. Et après, les écueils, alors les écueils, là aussi, sont propres à chacune des entreprises qui s'engagent dans cette transformation, mais peut-être de bien repérer quelles sont les parties prenantes les plus importantes dans son mode de fonctionnement et aussi quelque part dans son modèle de performance à long terme. De bien poser sa raison d'être et ses objectifs statutaires de telle sorte que ce soit à la fois des choses qui s'ancrent dans l'histoire de l'entreprise et qui la projettent vers de nouveaux horizons. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que ce soit non plus quelque chose de trop enfermant pour l'avenir. Après, je pense qu'il faut imaginer le faire avec une certaine rigueur d'analyse, justement puisqu'il faut y aller de manière sincère. Il faut bâtir derrière une capacité à rendre compte, des indicateurs, une gouvernance. Voilà, et donc ça n'est pas trivial. L'engagement est à la hauteur de ce qu'on espère obtenir. Donc voilà ce qui pourrait être un peu des écueils. Et puis je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure, ne pas le faire pour la communication. Il faut le faire pour des raisons plus profondes. Et je vois un écueil complémentaire peut-être. En fait, c'est qu'il faut que l'entreprise soit très alignée. Je vais exprimer mon idée. Si vous avez donc une direction volontaire qui veut aller sur ce format et qu'on est encore sur des modes de managériaux peut-être très hiérarchiques, contrôlants, etc. Est-ce que c'est pas un peu antinomique? Et est-ce que pour des collaborateurs, c'est pas un peu voilà? C'est difficile pour moi d'y répondre puisque nous, on était déjà engagés dans une logique de management par la confiance au moment où on a décidé de passer le pas de société à mission. Pour faire face aux défis de demain, il faut probablement aller sur des modes de management plus horizontaux, plus responsabilisants, générant plus d'autonomie. Et donc, tout ça, on l'avait déjà mis en œuvre. C'était un chemin qu'on avait déjà commencé à parcourir. Pour des sociétés qui seraient moins engagées dans cette évolution managériale, ça peut aussi être une manière d'accélérer. Donc, pour moi, c'est une logique de transformation, d'où l'intérêt aussi, je crois, d'être un peu accompagné pour pas être, trop enfermé dans sa seule vision, de pouvoir avoir des gens qui vous regardent fonctionner et qui vous disent, mais dans ce que vous voulez faire, est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre là où vous voulez arriver assez rapidement et là d'où vous partez finalement. Et quelles sont les étapes de transformation, y compris sur le plan managérial, organisationnel, du portefeuille de produits, de l'adressage d'un certain nombre de cibles dans votre clientèle, etc. Donc, nous, en tous les cas, c'était évident de le faire dans ce sens-là, par rapport à notre histoire, mais j'exclus pas que d'autres puissent le voir un peu différemment, plutôt comme un accélérateur de transformation aussi du management. Effectivement, c'est intéressant. Ben, merci beaucoup. Merci à vous. Avant de vous laisser, pensez à m'envoyer un email pour les accès à Clubhouse si vous ne les avez déjà. Et rendez-vous jeudi prochain, 1er avril à 18h30 en direct avec Franck. Pour avoir les liens, plusieurs solutions. Sur Clubhouse, vous rejoignez le club L'entreprise de demain où vous me suivez tout simplement.
Sur LinkedIn et Instagram, je posterai lundi 29 mars toutes les infos sur les pages de l'entreprise de demain. Et je vous propose de retrouver la suite de notre conversation, où on vous proposera des clés d'action complémentaires le jeudi 8 avril prochain. À bientôt! J'espère que l'épisode vous a plu. Faites-le moi savoir en laissant des étoiles et des commentaires sur Apple Podcasts. Cela me permet de le faire connaître, le podcast, et m'encourage à le poursuivre. Rejoignez-moi également sur le groupe LinkedIn L'entreprise de demain pour échanger avec d'autres auditeurs, proposer des invités. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. Cette série est produite par Delphine Zanelli et Ose Masterclass. Réalisation sonore Cyril Carillon et au micro Delphine Zanelli.